Bonjour, ici Yannick Vézina. Et Nicolas Dan, bienvenue à Jazette de Geek. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des mélanges pour boissons Ultra Énergie. Grâce à NAC, ingérer ces calories liquides est plus facile que jamais. Mélangés dans 500 ml d'eau, leur drink mix te donne 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. Et comme NAC est toujours à la recherche d'amélioration puis d'optimisation de ses produits, la nouvelle recette des mélanges pour boissons contient de la protéine de canola en remplacement de la protéine de soya puis de pois pour apporter un profil plus large d'acides aminés. Puis, ils ont ajouté du palatinose en remplacement de la farine d'avoine. Ça, le palatinose, c'est un sucre issu de la betterave qui est progressivement absorbé par l'organisme, ce qui entraîne une baisse moins prononcée de la glycémie. Puis tant qu'améliorer leurs produits, la nouvelle recette de Drink Mix se dilue beaucoup mieux dans l'eau, ce qui facilite l'étape du mélangeage pendant l'effort. Bref, c'est le meilleur produit sur le marché, puis ça vient en 3 saveurs, lime, melon d'eau et bouillon salé. Pour essayer ça, va sur le nac.com, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 198 de Pas sorti du bois. Là, vous vous dites, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu Nico en intro, puis là, Yannick est seul. Écoutez, Nico et moi, on a des horaires vraiment chargés, donc on n'avait pas le temps d'enregistrer pendant des heures parce que, vous le savez comment on est, hein? On parle, ça dure longtemps. On le sait qu'on a des grandes gueules quand on parle de trail ensemble, mais on le sait aussi qu'on a des horaires chargés, puis là, ça rentrait pas. Fait que là, on s'est dit, regarde, avec le temps qu'on a, on est quand même dernière minute à l'organisation de cette Jazette de Geek-là. Moi, je vais le prendre en solo. Le bout où je vous présente c'est quoi les histoires de cette année, c'est qui les athlètes à suivre. Puis Nico va se joindre à moi en deuxième partie pour la portion prédiction. On est là pour jaser de la Western State, mais je tiens quand même à mentionner que c'est un autre week-end très chargé en frais de course parce que en même temps que la Western, il y a la Lavaredo by UTMB dans les Dolomites. Il y a toujours du très très gros calibre là-bas. C'est souvent une course qu'on appelle baromètre pour l'UTMB parce qu'il y a plusieurs athlètes qui visent Chamonix comme course A à la fin août, qui vont mettre Lavaredo à leur calendrier. Il y a un 120 km avec 5800 mètres de dénivelé positif où il y a c'est un parcours qui je pense qu'il peut bien émuler l'UTMB. Donc on voit souvent les athlètes se lancer là-dessus. 120 km, on a le temps de récupérer jusqu'à la fin août pour l'UTMB. Il y a aussi un 80, un 50, un 20, un 10. Ça a l'air magnifique cet événement-là. Et ce week-end, c'est aussi la mythique marathon du Mont-Blanc qui a lieu à Chamonix. Le 42 km a toujours un immense plateau parce que c'est une épreuve forte de la Golden Trail World Series. C'est pareil pour le 90 km du Mont-Blanc. Une épreuve de haut calibre qui sert habituellement, elle aussi, de baromètre pour l'UTMB, vu encore là les ressemblances entre le parcours, surtout que là, on est quand même dans la même ville de départ, la même ville d'arrivée, puis des sentiers qui peuvent se ressembler, même pour certaines portions, être similaires. Je vais pas tenter de nommer tous les Québécois qui sont là, au risque d'en oublier, mais je peux quand même mentionner qu'il y a Joanie Desroches et Julien Lachance, des bons amis à moi, des gens bien connus dans la communauté trail, que j'ai déjà reçus à quelques reprises sur le podcast, qui sont là-bas. Donc Joanie court le 90 et Julien le 42. Donc à ces deux-là, à tous les autres Québécois qui sont sur le marathon du Mont-Blanc, peut-être même à Lavaredo, on va vous suivre, on vous souhaite une très bonne course. Aujourd'hui, l'épisode 198, ça devrait être le dernier avant la série sur les sentiers de la Hard Rock qui va s'enregistrer depuis Silverton au Colorado. Ça fait longtemps que je vous en parle. Vous en avez entendu parler dans la série avec Richard. C'est un gros projet. Je pense que c'est, en fait, même pas je pense, c'est de loin le plus gros projet de Pas sorti du bois depuis que j'ai lancé ce projet-là il y a maintenant 4 ans. 8 épisodes en 8 à 10 jours. Mais bref, on va être au cœur de la Hard Rock. Ça s'en vient très très vite, hein, c'est dans 2 semaines. Donc c'est pour ça que probablement quand cette Jazette de Geek-là et la Hard Rock, je vais avoir du pain sur la planche pour préparer 8 épisodes. Donc ça devrait être le dernier. Je sais que 2 semaines sans Pas sorti du bois, vous allez vous en remettre, c'est déjà arrivé par le passé. Puis de toute façon, après ça, je vais vous achaler avec 8 épisodes en
8 jours. La Hard Rock, c'est une des courses les plus mythiques aux États-Unis, mais la plus mythique des mythiques, la plus grande et la plus vieille, c'est la Western State. C'est le plus vieux 100 000 au monde, attention. Paraît-il qu'il y a déjà eu des 100 000 organisés avant, mais ces 100 000-là n'existent plus. Puis c'était d'autres formes, c'était différent. Dans les années 1800, ça courait dans des arénas pendant 24 heures, pendant 160 km. C'était différent comme sport, mais vraiment, le sport, le trail, le 100 000 comme on le connaît, ça part de Western State. C'est la plus vieille course. Puis c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Quelques petits rappels sur la Western State. Une course de 160 km entre Olympic Valley, qui se trouve à 2700 mètres d'altitude en Californie, et ça se termine à Auburn, à 375 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, un parcours qui est quand même descendant. Auparavant, c'était une course de chevaux qui suivait à peu près le même parcours qu'aujourd'hui. C'est devenu une course à pied lorsque le cheval de Gordy Ainsleigh, dites-le comme vous voulez ou entendez-le comme vous voulez, Gordy Ainsleigh, il a pas pu prendre le départ, son cheval. Fait que lui, il s'est dit, bon ben, je vais l'essayer à pied. Il a réussi un exploit que tout le monde pensait impossible. Il a fait ça sous les 24 heures, qui était le cut-off à l'époque des chevaux. C'est pourquoi le sub 24 heures est devenu quand même assez mythique à la Western State. Le cut-off, la barrière horaire est à 30 heures, mais les finisseurs en moins de 24 heures ont une boucle de ceinture qui est différente, sur lequel il est écrit 100 miles, 24 heures. Donc, c'est ce qui explique cela. On parle souvent d'une course roulante et rapide, c'est vrai, mais rappelons qu'il y a quand même 5600 mètres de dénivelé positif. C'est un parcours qui est linéaire, qui, de manière générale, est plus descendant. Sur 5600 mètres de positif, il y a 7000 mètres de négatif cumulés dans toute cette course-là. C'est une course qui débute en altitude la plupart du temps dans la neige, puis qui devient très rapidement chaude. Il y a des canyons à traverser, puis il peut faire jusqu'à 40-45 degrés. C'est un des gros défis de cette course-là. Puis dans les 3 dernières années, on a eu un peu de tout. On a eu une année extrêmement chaude en 2021, une année, qualifions-la, de pas pire chaude en 2022, puis une année relativement fraîche comparée aux moyennes habituelles l'année passée en 2023. C'est ce qui a expliqué le temps victorieux plus lent de Jim Walmsley en 2021. Année très, très, très chaude. Il a fait juste 14h46 versus 14h09 3 ans plus tôt. Ça demeure que dans la grosse chaleur, Jim Walmsley a fait le 5e temps le plus rapide de l'histoire de la course. Par contre, c'est ce qui explique aussi que l'an passé, ça a été une année assez rapide. En fait, c'est parmi les années les plus rapides parce que justement, c'est une température plus fraîche. Pour cette année, les prévisions météorologiques prévoient une année modérément chaude. Donc, avec un départ autour de 24 degrés Celsius à Olympic Valley. La course commence avec une immense montée dans le centre de ski où il y a déjà eu les Olympiques dans les années 60. Donc, c'est une grosse montagne. Rendu en altitude à 2700-2800 mètres, il devrait faire du 18-19. Donc, il va être 5-6 heures du matin, 18-19. On s'entend, c'est déjà très, très chaud. Puis à partir de Robinson Flat, qui est le 30e mile, qui est le moment où la course vraiment va descendre dans les canyons, on prévoit un 30 degrés à Robinson Flat. Puis après ça fait juste augmenter. Les canyons seront très, très chauds, mais pas suffocants. Pas 2021. On parle de température qui, en ce moment, devrait avoisiner les 34-35 en après-midi. Donc, c'est une année, je pense, qui va ressembler à 2022, qui était, je la qualifiais tantôt, relativement chaude, mais pas extrême. Avant de jaser des athlètes qui vont tenter d'arriver en premier, parlons de nos 2 Québécois qui prendront le départ. Il y a Xavier Beruel de Montréal, un gars qui a complété le Tour des Géants, l'UTMB, attention, dans le top 100 pour une course de 2000 plus coureurs. C'est immense, c'est un excellent coureur, Xavier. Il a aussi complété le Bromont Ultra 160, le Tahoe 200 miles et plusieurs autres. Donc, un gars d'expérience. D'après moi, c'est une course bucket list qui va se check en fin de semaine. Il y a aussi Jean-Mathieu Chénier de Gatineau qui a complété le Zion 100 miles en 2023. Ça devait être sa course qualificative. Il a aussi complété dans le passé l'UTHC 125, le BU 80. C'est un gars qui est extrêmement intéressant à suivre sur les médias sociaux, qui a vraiment une plume qui est super le fun à lire. Il a comme sa couleur à lui dans sa plume, dans sa façon d'écrire. C'est super le fun. Puis, il raconte ses aventures. Vous pouvez le suivre, vous pouvez le trouver en cherchant les comptes Dans mes shoes, c'est le nom de ses comptes. Donc, Jean-Mathieu Chénier, Xavier Beruel, on vous souhaite une Western State à la hauteur de vos attentes. Les 2 gars avaient seulement 2 tickets dans le chapeau puis ont quand même été pigés. Donc, c'est des gars qui doivent avoir des excellents karmas. On leur souhaite une belle course à la Western State. Dernière histoire que je voulais vous raconter. L'Américain Nick Coury, qui est un gars qui est assez performant, qui est un très bon coureur,
il se lance sur le doublé Western State et Hard Rock. C'est quoi qu'on a vu qui a été fait par le passé. L'an dernier, Courtney Dauwalter l'a fait. Elle a fait des records du parcours sur la Western State et sur la Hard Rock, ce qui fait que son temps cumulé des deux courses, 41h42, a non seulement battu le record féminin, mais également le record masculin du combo. Donc, c'est quelque chose qu'à chaque année, quelques athlètes tentent ce doublé-là. Avec Courtney Dauwalter, l'année passée, est devenue la première à remporter les deux, mais elle a établi le meilleur temps combiné pour ces deux courses-là. Le record général appartenait avant ça à Jeff Browning, un coureur américain très, très performant en 2016. Encore aujourd'hui, c'est le record masculin qui tient, mais Courtney a le record au général. Par contre, Courtney et Jeff, les fois qu'ils l'ont fait, puis la plupart des éditions où ça s'est fait, ce doublé-là, il y avait 3 semaines entre les deux courses. Cette année, il y a 2 semaines. Donc, tu sais, 200 000, un roulant, chaud, courable, très difficile pour les jambes, puis par expérience, je peux vous dire qu'un 100 000 très courable, ça détruit les jambes. Un 100 000 plus montagneux, ça va être complètement différent comme douleur, mais un 100 000 courable, ça détruit complètement les jambes. Et là, Nick Coury, je sais pas avec quelle intensité il va courir sa Western State, mais il va avoir 2 semaines pour récupérer puis se lancer sur un 100 000 extrêmement montagneux. C'est très intéressant. C'est sûrement une histoire que j'aurais à vous raconter depuis Silverton parce qu'on va suivre aussi ce gars-là qui tente ce combo-là. Donc voilà, j'ai le goût de commencer avec les femmes, les femmes d'abord. On va y aller avec une watch list des athlètes à surveiller ce samedi à la Western State. Le field va s'ouvrir en l'absence de Courtney Dauwalter qui l'a remporté l'an dernier avec, rappelons-le, le meilleur chrono de l'histoire de la course. Le record du parcours tenait depuis plus d'une décennie, puis elle a fait ça comme une pro l'année passée, 15h29. Pour vous donner une idée, c'est meilleur que le chrono de Kilian quand il a remporté la Western State en, je vais pas me tromper, je pense 2011. Donc c'est complètement fou ce qu'elle a fait Courtney l'année passée. Elle n'est pas de retour cette année à la Western State, donc on ouvre le field et ça devient extrêmement intéressant. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est Katie Schide qui l'année passée, elle aussi a fait le meilleur chrono de l'histoire. C'est juste plate qu'il y avait une Courtney devant elle encore plus rapide, mais elle a aussi fracassé le record du parcours l'an dernier en terminant 2e. Elle arrive en feu. Elle vient de remporter le Canyons Endurance Run, une course en avril en Californie qui se passe sur les mêmes parcours de la Western State, donc des conditions similaires. Il y a un 100 km qui est toujours extrêmement compétitif, probablement le 100 kg le plus compétitif aux États-Unis. Et Katie Schide l'a remporté en 9h10 pour 100 km, terminant 6e au classement général. Katie Schide est vraiment en feu. Elle a gagné la Diagonale des Fous l'année passée, 2e à l'OCC. On rappelle qu'elle a gagné l'UTMB en 2022. Donc une fille à surveiller. Une autre fille à surveiller, Esther Silag. Mon hongrois est pas encore tout à fait à point, mais Esther a terminé 3e en 2023. C'est une hongroise qui vit à Hong Kong. Donc, elle a pas encore de résultats en 2024, mais c'est une fille, puis de un, elle a fini 3e l'an passé. Puis rappelons que la Western State, j'ai oublié de le dire, le top 10 masculin et féminin est requalifié, réinvité pour l'année suivante, donc pas besoin de faire de course qualificative. C'est pour ça que je commence avec nos membres du top 10 qui reviennent, puis ensuite, je parlerai des gens qui sont qualifiés, qui arrivent, qui n'ont pas participé l'année passée. Donc, Esther, elle a terminé première au Translanto by UTMB en 2023, un 100 km avec 5100 mètres de dénivelé, donc un parcours qui pourrait peut-être y ressembler un peu. Donc, ça va être une fille à surveiller. Il y a aussi Emily Allgood, une Zimbabwéenne qui avait terminé 5e en 2022, 5e en 2023. Rappelons aussi que c'est la gagnante de l'UTHC 125 en 2019. Elle a aussi remporté le Chianti Ultra by UTMB en Italie en mars dernier. Une course qui, paraît-il, est quand même assez roulante, donc elle semble en très bonne forme. Emily Allgood sera de retour cette année. Ida Nilsson, la Suédoise qui vit en Norvège, 7e l'année dernière, donc elle va revenir bien sûr cette année. Victoire sur Black Canyon cette année et sur Canyon 100 en 2023. C'est une fille extrêmement performante qui est faite pour ce type de parcours-là. Je pense que l'an passé, est arrivée avec une expérience peut-être un peu différente. Là, elle a fait ses classes, elle s'est spécialisée sur ce type de parcours-là, plus rapide. Je pense que son approche est différente cette année, puis ça va être très intéressant de la suivre. Elle a terminé 2e à la Transvulcania, donc une grosse performance à date en 2024. Ida Nilsson, un nom à retenir. Une autre femme qui a terminé dans le top 10 l'an passé et qui revient, c'est Priscilla Forgy, la Canadienne, qui a remporté l'UTHC 125 en 2022. 2e sur Canyons 100 km,
12e à la CCC l'an dernier. Elle n'a pas encore de course à date en 2024, donc on ne sait pas si son entraînement se passe comme elle veut, mais Priscilla Forgie, c'est un nom à retenir, c'est une coureuse canadienne qui a terminé dans le top 10 l'an passé et qui, cette année, on espère, pourrait se rapprocher de plus en plus du podium et peut-être même de la première place. Donc Priscilla Forgie, un nom que je pense qu'on va entendre et réentendre dans les prochaines années. La dernière membre du top 10 qui revient cette année, Liang Yinglin, une américaine qui a terminé 9e. Elle a fait des DNF, donc des abandons sur ses 2 dernières courses. Donc à surveiller dans quel état elle est. On ne sait pas si c'était des blessures ou peu importe, mais c'est une fille qui a quand même terminé 8e sur l'UTMB l'année dernière, 9e à la Western States. Ça a été une grosse année 2023 avec ce combo-là. Elle est de retour cette année, à surveiller. Maintenant, je vous parle en rafale de quelques noms qui ont pas fait le top 10 l'an passé, mais qui sont à surveiller, qui sont qualifiés sur différentes courses. On rappelle que pour les élites, il n'y a pas que la loterie des simples mortels comme nous. Il y a aussi le fait qu'il y a des courses Golden Ticket. Donc, un peu partout dans le monde, il y a des courses où le top 2, masculin et féminin, remporte un accès direct à la Western States. Donc, c'est souvent là que ces athlètes élites-là vont aller chercher des places pour pouvoir se qualifier pour la Western States. La première dont je vous parle, Fu Zhao Xiang, la chinoise qui est à surveiller, première sur la Translanto 140K by UTMB, 5e overall, donc une grosse performance. 4e sur l'UTMB l'an dernier, 7e sur l'UTMB 2022. Elle race vraiment beaucoup. Déjà 4 courses en 2024. Elle est très forte sur du très montagneux, à suivre sur un terrain plus roulant comme la Western States. La prochaine, Ingvild Kaspersen, une Norvégienne qui a remporté la CCC 2023, ce qui lui a donné son ticket pour la Western States. On sait que la CCC à l'UTMB est une course qualificative Golden Ticket pour la Western States et non l'UTMB. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'athlètes qui se lancent sur la CCC, bien que c'est un parcours très différent de l'UTMB. C'est une qualification. Donc Ingvild Kaspersen, un nom à retenir également. Il y a Ragna de Bats, une Hollandaise qui vit en Espagne, qui a remporté son Golden Ticket pour la Western States en terminant 2e à la Javelina 100, un parcours de 100 000 qui se passe en octobre en Arizona. Très roulant, encore plus que la Western States, mais c'est une course qui est extrêmement rapide. 3e à la Western States en 2021. Attention, avec un solide 17 heures, 41 minutes. Gagnant du Marathon des Sables, de la Transgrande Canaria. Donc, pas de problème avec la chaleur pour Madame Debats. Donc, la Hollandaise sera à surveiller. Je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour percer le top 10, le top 5, puis peut-être même encore plus. La prochaine dont j'ai envie de vous parler, c'est Rachel Drake, une Américaine qui a remporté la Black Canyon 100 kg en 2024. C'est comme ça qu'elle a obtenu son Golden Ticket. Black Canyon, toujours une course qui est un excellent baromètre, comme je parlais plus tôt par rapport à l'UTMB. Dans ce cas-ci, c'est un baromètre pour la Western States. Un 100 kg très rapide, très roulant en Arizona, avec toujours un énorme field de coureurs. Donc Rachel Drake, 6e sur l'OCC en 2023. Première à Black Canyon sur le 60 km il y a une couple d'années. Ça sera son premier 100 000, donc à suivre, mais une fille avec beaucoup d'expérience qui pourrait vraiment surprendre. Il nous en reste 3 dont j'ai envie de vous parler. Casey Lichtide, une Américaine qui a terminé la Western States, attention, à 9 reprises avec une victoire en 2016, une 3e place en 2019. Ça a été plus difficile récemment. 10e, 18e, 12e au cours des 3 dernières années, mais c'est une fille qui connaît ce parcours-là extrêmement bien. Ce sera sa 10e Western States, puis je pense que chaque fois qu'elle s'aligne sur cette course-là, on ne peut pas ne pas la nommer parce que l'expérience fait la différence sur un parcours aussi challengeant que la Western States, puis Casey Lichtide, force est d'admettre qu'il a assez comment dompter cette bête-là. La prochaine dont j'ai envie de vous parler, c'est Sally McRae, une autre fille qui roule sa bosse depuis très longtemps. Elle a 3 finishes à la Western States, 11e, 7e et 10e entre 2014 et 2016. C'est une fille qui est très performante sur du très long, donc une victoire sur Moab 240 000 l'an dernier. Première sur le Triple Crown of 200 l'an dernier, donc le combo des 3 200 000 organisé aux États-Unis, mais elle a terminé première à la Badwater 135 en 2021, donc on s'entend,
est prête pour de la grosse chaleur. Elle, les 35 degrés de la Western State, ça l'impressionne pas. Elle a couru à Badwater, là où les semelles fondent sur l'asphalte tellement il fait chaud. Donc Sally McRae, c'est une fille qui a un mental d'acier. C'est une fille qui est super intéressante à suivre sur les médias sociaux, qui a écrit un livre, qui est vraiment une grande source d'inspiration, qui pourrait vraiment surprendre et potentiellement prendre sa revanche sur ce parcours-là qu'elle n'a pas tenté la Western State depuis 2016. La dernière dont j'ai envie de parler, c'est Madeleine Wighart, une Canadienne qui a terminé 2e au QMT 100 000 en 2022. 3e sur le Leadville 100, une course au Colorado qui peut quand même ressembler à la Western State dans le sens où il n'y a pas énormément de dénivelé. Ça se passe en haute altitude contrairement à la Western State, mais quand même, c'est plutôt roulant, si on peut dire ça, pour une course au Colorado avec 4000 mètres de dénivelé positif. Mais pour un 100 000, c'est quand même moins que la Western State. Elle a très bien fait là. Elle a aussi terminé 9e sur la GFK 50 Mile, une course de 50 000, le plus vieil ultramarathon aux États-Unis, encore plus vieux que la Western State. C'est un 50 miles extrêmement roulant, extrêmement rapide. Faire un top 10 là-dessus l'an dernier, c'est très impressionnant. Donc, c'est une fille qui est très rapide, très performante sur du 100 000, puis assez débrouillée dans les racines de la Mustachibo. Donc, elle a beaucoup d'outils dans son coffre à outils pour se rendre au bout de la Western State. Par contre, sur une note plus personnelle, je doute beaucoup qu'elle pas pire dans la Mustachibo serve à quelque chose à la Western State. Voilà, c'est ce qui fait le tour pour nos femmes à surveiller. Donc, vous voyez, c'est un plateau qui est très profond. Il y a beaucoup de monde. Vous allez voir quand on va faire un peu le même exercice à l'approche de la Hard Rock, qui est une course plus petite, avec seulement 140 coureurs, beaucoup plus difficile de se qualifier. La longueur du plateau est pas comparable. C'est 5 ou 6 filles, 5 ou 6 hommes à surveiller sur la Hard Rock. Là, dans ce cas-ci, je vous ai nommé une douzaine de femmes, et je vais en avoir autant du côté des hommes. Je commence encore là avec le top 10. Notre gagnant de l'an dernier, Tom Evans, n'est pas de retour, donc encore là, ça ouvre le field. On a un gars qui s'appelle Tyler Green, un Américain, qui a terminé 2e en 2023, 4e en 2022, 2e en 2021, donc les 3 dernières éditions se sont très bien passées pour lui. 7e à l'UTMB l'année passée, 3e au Hong Kong 100 en janvier dernier. Tyler Green est en excellente forme, donc il sera à surveiller. Le prochain, Jiasheng Shen, le Chinois qui a terminé 4e l'année passée. Une très solide performance en sol américain parce que dans les dernières années, on a vu des coureurs chinois être très performants dans leur pays natal, puis arriver sur un UTMB, sur une Western State, partir extrêmement vite, extrêmement fort. Après 30-40 kilos, ils mènent la course, puis ensuite exploser. Ça arrivait quand même très souvent, ce genre de situation-là. Puis à un moment donné, c'était rendu dans les jasettes de geek quand on se préparait pour l'UTMB. On considérait quasiment plus les coureurs chinois parce qu'on se disait ils font toujours le même genre d'erreur, ils partent trop fort. Jiasheng Shen, l'année passée, a prouvé complètement le contraire. Donc, 4e l'année passée, avec une grosse performance. Il a encore faim, il a encore de la place à améliorer son temps. Ça va être un gars très performant cette année. Il a aussi terminé 2e à la CCC l'an dernier, très impressionnant. Puis il a déjà complété 3 courses en 2024, 5e sur la Transgrande Canaria, 1er sur la The North Face 100 Ultra Trail Challenge Moganshan en Chine et 3e sur la Mount Yun by UTMB, un 100 kg. Donc l'entraînement est au rendez-vous, ça c'est certain. Ensuite, je vous parle de Daniel Jones, le Néo-Zélandais qui a terminé 12e à l'UTMB. Il a déjà complété 4 courses en 2024. Il avait terminé premier à Tarawera en Nouvelle-Zélande, qui est un terrain qui peut ressembler quand même à la Western State. Il avait terminé 5e l'an dernier à la Western State, donc un gars qui a de l'expérience sur ce terrain-là, qui a de l'expérience sur plein de courses comparables, donc un nom à surveiller. Le prochain dont je vous parle, c'est notre homme qui avait terminé 7e l'an dernier, Ryan Montgomery, un Américain qui a connu une dure course sur la Black Canyon cette année. Il a terminé 26e pour un top 7 Western State. C'est quand même une performance dure à Black Canyon de terminer si loin du podium. Je pense pas que c'était son plan de match. Mais il a quand même fait un podium sur la Javelina 100 miles en terminant 3e l'an dernier. Donc, on peut penser que Black Canyon, ça a été une journée plus difficile, mais clairement, ce gars-là a l'expérience du 100 000, l'expérience de la Western State à surveiller. Le 8e l'an dernier, Jeffrey Colt est de retour, donc l'Américain est sur une grosse lancée. Il avait coupé plus d'1 heure à son chrono à la Western State entre 2022 et 2023.
Puis on s'entend, 1 heure sur ce parcours-là, c'est énorme. Donc on voit que le gars, il est en apprentissage, il est en train de se familiariser avec cette distance-là. On l'a vu aussi faire l'UTMB l'an dernier, terminé dans le top 50. Donc il va être intéressant à voir cette année, voir si justement il peut poursuivre cette amélioration-là d'une année à l'autre. Puis si c'est le cas, s'il retranche une autre demi-heure à son chrono, ça le place en très bonne position pour au moins un top 5. Le dernier du top 10 à revenir cette année, c'est l'Américain Cole Watson. Lui aussi a une dure Black Canyon. D'après moi, il a couru avec Ryan Montgomery parce qu'ils ont terminé 25e et 26e. L'an passé, il avait terminé 8e et 9e à la Western States. C'est une histoire d'amour, cette affaire-là. Il s'est repris, par contre, lui, à Canyons sur le 50 km, donc quelques mois après Black Canyon. Il a terminé 3e sur le 50 km. Donc, il y a des excellentes jambes de vitesse. Donc, à suivre pour ce que Cole pourra faire cette année. Bon. Là, on sort du top 10, puis on parle des gens qui se sont qualifiés pour la Western State. On va tout de suite sortir l'éléphant dans la pièce. Jim Walmsley est de retour. C'est son grand retour à Western State. Lui qui l'a remporté à 3 reprises, en 2018, 19 et 21. Il est détenteur du record de parcours. Il avait complètement explosé à ses 2 premières tentatives en 2016-2017. Il était en tête, en avance sur le record du parcours, puis il avait complètement explosé. Mais après ça, il a pris sa revanche à 3 reprises, 3 éditions consécutives avec des victoires. Ça fait 2 ans qu'il passe en France. Il s'est imprégné de la vie de montagne. Ça lui a permis de remporter l'UTMB l'an dernier. Premier homme américain à le faire, soit dit en passant. Mais là, Jim est de retour sur le California Carpet pour tenter de mettre la main sur un 4e titre à Auburn. Depuis l'UTMB l'an passé, il a seulement participé à quelques courses, dont le Nice Côte d'Azur by UTMB, le 100 kg qu'il a remporté. Et la semaine passée, à Broken Arrow, sur un kilomètre vertical, à 1 semaine de la Western State, alors qu'il est dans un field rempli d'athlètes de montagne qui s'entraînent pour faire du kilomètre vertical. Jim, en plein entraînement pour un 100 000, en plein taper pour la Western State, a terminé 2e au championnat du monde de kilomètre vertical. Donc, pas mauvais pour M. Walmsley qui semble en excellente forme. Et ça, c'est plate pour les autres qui vont tenter de le suivre cette année. Ça va être très rapide. Un autre que j'ai envie de vous parler, c'est Simon Gosselin. Il a terminé 2e sur le 100 kg Nice Côte d'Azur juste après Jim. Ce gars-là, il roule sa bosse en ultra depuis 2016. Une récente victoire sur le 70 kg de l'Istria by UTMB en Croatie. Ce sera un nom à surveiller, le français. Le prochain dont je vous parle, c'est Jonathan Albon, le Britannique, qui vit en Norvège, qui a plus besoin d'une présentation dans le monde du trail. Dans les derniers mois, il a remporté coup sur coup la Transvulcania 73 kg, le Grand Trail des Templiers 80 kg et la CCC. Il avait terminé aussi 2e à la CCC en 2022, premier à l'OCC en 2021. Donc ça va être intéressant de le voir sur un format plus rapide, mais un des meilleurs athlètes de trail en ce moment au monde, c'est Jonathan Albon. Ça va être son premier 100 000, donc à suivre sur ce qu'il va pouvoir faire à la Western State. Un autre qui a plus besoin d'introduction dans le monde du trail, c'est Hayden Hawks, un Américain qui a remporté Black Canyon en 2024 pour obtenir son Golden Ticket. Il avait fait pareil en 2020, il avait remporté la Black Canyon tout juste devant un certain Elliott Cardin qui s'était qualifié lui aussi pour la Western State à l'époque. Hayden Hawks revient à la Western après une 2e place en 2022 et une 8e place en 2021. En 2022 d'ailleurs, il avait mené une bonne partie de la course avant de faire une petite explosion qui avait permis à Adam Peterman de le dépasser, mais il a quand même terminé 2e il y a 2 ans. Donc Hayden Hawks maîtrise ce genre de distance-là, maîtrise ce parcours-là. Donc, un des grands favoris, c'est certain. Un autre nom à surveiller, c'est Dakota Jones, un Américain qui est de retour à la Western State pour prendre sa revanche parce que c'est un gars l'année passée qu'on voyait l'emporter, qu'on voyait être dans le top 3, qui finalement a eu une course très difficile, mais qui a jamais lâché, qui est terminé 17e l'an dernier. On le voyait sur le podium, mais 17e, c'est tout à son honneur quand même d'avoir explosé probablement quelque part sur le parcours et d'avoir serré les dents et d'avoir terminé sa course. C'est un gars qui a énormément d'expérience. Il est terminé en première place de la Javelina 100, un 100 000, attention, en moins de 13 heures. Donc c'est roulant, je comprends, à Javelina 100, mais je veux dire, 13 heures pour un 100 000, c'est immense. 3e à la Hard Rock en 2022 derrière Kilian et François. Donc un gars d'expérience qui a une revanche à prendre. Le prochain, Peter Engdahl, un Norvégien qui vit en Suède, qui pourrait causer quand même une surprise sur la Western State. Lui qui a une énorme feuille de route. Premier à la CCC à l'UTMB en 2022 avec un record du parcours. Premier à la Transvulcania en 2022. Premier au Eiger Ultra Trail, un 50K en 2023. Mais
récemment des abandons sur le Mute 2022, l'UTMB 2023. Avec lui, ça passe ou ça casse. C'est le genre de gars qui va partir extrêmement vite, qui, si ça passe, pourrait donner du fil à retordre à un Jim Wamsley ou à un Hayden Hawks, mais si ça passe moins, ça se pourrait qu'on le voit terminer plus péniblement. C'est une stratégie qui marche bien pour certains coureurs, dont Zach Miller, dont Jim Wamsley, puis je pense que Peter Engdahl est un peu sur le même moule. Un autre gars dont j'ai envie de vous parler, c'est Rod Farvard, un nom à surveiller, lui qui avait terminé 11e en 2023, donc pas d'entrée automatique, donc tout juste près du top 10, mais qui avait remporté Canyons 100 kg en avril dernier, plus de 10 minutes devant Peter Engdahl dont je viens de vous parler. Ça promet, c'est extrêmement rapide de terminer 10 minutes devant Peter Engdahl sur un 100 kg. Il a aussi remporté le Kodiak by UTMB 100 kg en fin de saison l'an dernier, donc un gars avec de l'expérience. Ça va être très intéressant à surveiller. Il nous en reste 3 dont j'ai envie de vous parler. Jonathan Rea, un gars qui n'a pas encore couru à son plein potentiel à Western State. Il a terminé 16e et 14e aux 2 dernières éditions. Ça demeure un athlète de très haut niveau. Il a eu une victoire sur le Javelina 100 100 miles l'année dernière, ou il y a 2 ans. Suite à une 2e place derrière Dakota Jones l'année d'avant. Une 4e place à la CCC en 2023, une victoire à Bandera en 2022, des courses qui ont des profils qui peuvent ressembler beaucoup à la Western State. Donc Jonathan Rea, il n'a pas encore couru à son plein potentiel, mais ça pourrait être cette année que ça se passe. Des fois, la 3e chance, c'est la meilleure. En ce cas, l'expression en anglais, third time's a charm, je pense que c'est là que ça se passe pour Monsieur Rea. Robert Agenal, le Roumain, a une longue feuille de route qui commence. Il y a plus d'une décennie, c'est un gars qui a terminé 2e à l'UTMB en 2018, 4e sur le Mute en 2019, 5e en 2021, premier sur l'Istria 100 000 by UTMB en Croatie en 2022, 2e à la Varedo l'an dernier. Vous voyez, c'est un gars, il les a tout fait les courses, puis il a bien fait partout. Ça va être intéressant de le voir sur la Western State. Le dernier, c'est une mention spéciale parce que c'est un monument de la course d'endurance. C'est Monsieur Harvey Lewis qui a encore aujourd'hui le record de Big Dog Backyard. Donc, l'année passée, en 2023, il avait terminé premier à la Big Dog's Backyard Ultra. Il avait fait 108 tours pour un total de 720 km. Donc, 720 km en 108 heures. C'est énorme. C'est un record qui tient encore aujourd'hui alors que les records de backyard se battent d'année en année. Harvey Lewis a fait ce que personne ne pensait possible. 720 km en 108 heures. Pas besoin de vous dire qu'il est prêt pour les 15-16 heures que lui prendront la Western State. C'est un gars qui a aussi 12 finishes sur la Badwater 135. Donc lui, tu sais, la chaleur, ça ne l'affecte pas. Il a même gagné Badwater en 2014 et 2021. C'est un gars plus âgé que les autres gars dont je vous ai parlé, mais clairement, l'âge ne le ralentit pas, c'est ce qu'on voit en ce moment. Donc, ça pourrait être intéressant de le voir dans ce field-là. Je pense que c'est un gars qui va se tenir loin des positions de tête au début, mais que si la journée est difficile pour certains, il pourrait grappiller des places puis jouer au Pac-Man, puis peut-être même finir dans un top 5 ou top 10. Donc voilà, c'est ce qui complète ce tour d'horizon. Ceux qui sont geeks comme moi, comme Nico, je pense que ça vous a parlé, que je vous pitch plein de noms comme ça, avec plein de performances récentes sur des courses qui nous disent toutes quelque chose. Si vous êtes moins comme ça, puis je vous respecte, puis je vous envie quasiment, parce que des fois ça donne mal à la tête de suivre ce sport-là aussi intensément, ça fait beaucoup de noms puis d'affaires que je pitch comme ça. Mais voilà, c'est ça les jasettes de geek. Que je sois en solo avec Nico Dan, ça finit de même. On pitch des noms et des chronos et des noms de course et des distances. C'est beaucoup de chiffres, beaucoup de mots. Vous le savez, c'est ça, pas sorti du bois quand on parle de Western State ou de geekage. Et là, sans plus tarder, c'est le temps d'accueillir notre geek par excellence, celui qui a participé à peu près toutes les jasettes de geek au cours des 3 dernières années avec Pas sorti du bois. On se laisse à l'instant, après le message du partenaire, pour les prédictions de l'ami Nicolas Dan. C'est la minute de la coach avec Natacha Gagné. Tu nous l'as dit, tu nous l'as répété plusieurs fois, c'est important la musculation. Maintenant, je veux savoir, c'est quoi tes exercices chouchou? En fait, d'ajouter de la musculation à son entraînement de course, c'est pas indispensable, mais c'est clairement un bel avantage. Mon premier exercice préféré, c'est le lunge, ou appelé aussi la fente. Ça va non seulement aller travailler tous les membres inférieurs par la force ou l'endurance, mais aussi la stabilisation du tronc et l'équilibre. Mon deuxième exercice, chouchou, les équilibres. Encore mieux si on est capable de les faire en faisant
l'arabesque. Donc, c'est un exercice musculaire où est-ce qu'on va pencher notre tronc vers l'avant en levant notre jambe et en se tenant en équilibre sur notre jambe de support. La planche abdominale, mon troisième, pour aller vraiment travailler notre core, C-O-R-E. Donc, on peut faire la planche régulière, la planche latérale aussi. Si je veux aller travailler le dos, on peut se coucher sur le ventre puis faire élévation bras-jambes opposés. Donc, lever le bras droit en même temps que la jambe gauche et l'inverse. Ou encore faire des petites extensions dorsales. Donc, lever notre tronc dans les limites de ce que notre colonne vertébrale nous permet de faire. Mon dernier exercice chouchou, le fameux pont. Donc, on se couche sur le dos, on lève et on descend nos fesses pour sentir le travail au niveau de l'ischio-jambier. Très intéressant. Merci beaucoup, Natacha. Bienvenue! Nico Dan, bienvenue à ce spécial Jazette de Geek où tu n'es pas là du début à la fin, mais je pense que les invités comprendront qu'on a des horaires bien chargés. Tu es encore, je pense, en habit de course. Tu viens de revenir de groupe de course que tu leadais à Montréal. Merci d'être là. Merci à toi de me recevoir. Ça va être encore très cool de geeker sur la Western. Écoute, pour l'histoire, on va le partager aux gens. On s'était booké très, très naïvement 1 heure la semaine dernière parce que tu reviens un peu plus tard dans une certaine série où on parle peut-être de la hard rock. Bref, je veux pas tout vendre, mais on se fait une mini Jazette de Geek pour ça. Puis on s'est naïvement dit 1 heure pour enregistrer une petite portion hard rock et une plus longue portion Western State. C'est très réaliste. Clairement, c'était tout sauf réaliste. Non, on avait booké ça, puis on a regardé à la fin, on m'a dit bon, on n'aura pas le temps de faire la deuxième partie. Je pense que ce que les gens aiment, c'est justement quand on part, puis qu'on déblatère, puis on raconte des trucs, puis j'ai l'impression que on se disait, c'est une courte portion où on parle de nos prédictions des élites de la Western State, mais on va quand même prendre le temps de bien geeker sur le sujet, parce que c'est quand même très excitant, je le disais dans la première partie. Historiquement, souvent, les deux gagnants, hommes et femmes de la Western State, vont revenir. Le top 10 est réinvité d'année en année, mais là, cette année, le field est ouvert parce que Courtney et Tom Evans ne prendront pas le départ. Ouais. Par contre, il y a des habitués qui reviennent, il y a des gens qui ont eu de très grosses performances dans le passé, mais pas suffisamment pour monter sur le podium ou sur le top 5 ou sur la première marche du podium. Et là, ils reviennent, peut-être avec un certain couteau entre les dents. J'ai le goût qu'on jase de toi. Qu'est-ce que tu as en tête comme top 5 prédictions côté des femmes? Puis je t'inviterai à commencer par la 5e position. Par la 5e position? Ouais, allons-y comme ça, décroissant. Alors, en 5e position, moi j'ai mis Emily Hogwood. OK. La Zimbabwéenne qui a fait des grosses performances dans les dernières années. Tu la remets en fait 5e, la même position que l'an dernier. Ouais, je la mets en 5e. Okay. Après ça, en 4e position, j'ai mis Léa Lingling. OK. Ouais. Ensuite, j'ai mis Esther Silag, si je le dis bien. OK. Ensuite, 2e, moi je l'adore cette coureuse-là, c'est Rachel Drake. Ouais. J'adore Rachel, genre vraiment. Et puis première, une fille qui a très bien performé à Canyon puis qui a mis genre une amende à beaucoup de monde, mais Katie Scheidt, c'est impossible de pas la mettre première là-dessus. Genre, ouais. Les trainings qu'elle fait, c'est vraiment solide. Là. Elle est sur le parcours de la Western depuis genre 6 semaines, je pense. Ah ouais, c'est impressionnant. Canyon, c'est super similaire. T'as plein de sections de la Western States. Là. Ça a été super stratégique pour elle de faire ça. Là. Moi, ce qui m'impressionne d'elle, c'est sa polyvalence qui a comme aucun sens. Dans le sens où on l'a vu, gagner l'UTMB en 2022. Gagner la Diagonale des Fous. Donc là, tu te dis, OK, coureuse de gros 100 miles montagneux. Ensuite, elle se pointe sur l'OCC l'an dernier, qui est le format 55 kilos, puis ceux qui suivent un peu le sport, je pense qu'il y a 10-15 ans, je veux pas diminuer ce qui se faisait à l'époque, mais les gens étaient moins surspécialisés dans certaines distances, dans le sens où on voyait des Xavier Thévenard, il a remporté toutes les courses du TMB à un moment ou à un autre, le 50, le 100, le 140, le 160, puis on voyait les gens très polyvalents, je pense, parce que le niveau de spécialisation était pas là. Là, maintenant, c'est un autre sport complètement, dans le sens où les gens qui prennent le départ de l'OCC, c'est pas une training run pour aller faire plus long la semaine d'après ou dans 3 semaines. C'est leur objectif A de l'année, puis ils se préparent pour
un 55 kilos. Ceux qui suivent une Mélodie Gilbert, par exemple, qui est une de nos Québécoises qui performe très bien à l'international, qui a des grandes ambitions, on la voit se pratiquer, s'entraîner, réfléchir à ses entraînements, réfléchir à sa préparation mentale, physique, nutritionnelle, 100% dédiée vers ces distances-là de 30, de 40, de 50 km. Toi qui es coach, on s'entend, tu supportes ce que moi, qui n'est pas coach, dis. Tu sais, je veux dire, comment qu'on pourrait expliquer qu'une fille comme Katie Schide peut être autant performante en terminant 2e sur l'OCC, en gagnant la Diagonale des Fous? Pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Ah, pour vrai, c'est super impressionnant sa faculté, et c'est surtout de s'adapter, en fait. Tu sais, t'as tellement de stimuli d'entraînement qui sont pas du tout les mêmes, là. Mais elle est capable de genre mettre une switch et se dire, OK, là, ça va être un 100 miles montagneux, genre, type UTMB. Puis arriver là, après ça, de dire, hey, mon corps, OK, je lui mets une switch, je vais passer sur un 100 miles roulant. Ouais. Puis tu sais, à Canyon, là, les sections où on l'a croisée, même, moi, je l'ai même pas croisée parce qu'elle allait trop vite. Elle allait plus vite que Tim Tollefson. C'est hallucinant. Ah, c'est quelque chose. Elle a fini 6e overall sur un des 100 kilos les plus compétitifs. The Canyons et Black Canyon doivent être les deux courses les plus compétitives dans le 100 km aux États-Unis, si je me trompe pas. Ouais. Puis il y a un gros plateau, puis elle gagne côté féminin, mais je veux dire, facilement, puis elle se positionne dans le top 6 overall, c'est extrêmement impressionnant. Puis on parle de surspécialisation d'athlètes qui vont justement avec des spécialisations sur certaines distances, certains types de montagnes, mais en même temps, on voit plus que jamais des gens avoir cette polyvalence-là. Je veux dire, Marianne Hogan était la première à faire un podium à la Western et à l'UTMB dans la même saison depuis Kilian 10 ans plus tôt. Et depuis ce temps-là, on en a vu avoir des grosses performances sur du rapide. Tu sais, Mathieu, l'année passée, je veux dire, je pense qu'il n'a pas eu la Western à la hauteur qu'il voulait. Je pense qu'il n'a pas eu la l'UTMB à la hauteur de ce qu'il voulait. Ouais. Mais le gars fait quand même top 10 Western, top 5 UTMB. Je veux dire, c'est extrêmement impressionnant. On en voit de plus en plus. Katie Schide en est une, mais je pense que ton top 1 est dur à... Je veux dire, je peux pas te contredire là-dessus. Là. En vrai, c'est... Puis on va se le dire, moi, je crois vraiment fort au record de parcours. Ouais. C'est une bonne journée. Pas trop chaud, encore une fois, on va dire ça, là, mais... c'est... Moi, je pense que c'est tellement impressionnant. Tu penses qu'elle peut aller chercher le record de parcours de Courtney? Ben, tu sais, elle est là. Quand même qu'elle retranche 1h15 à son chrono de l'an dernier. Mais rappelons que l'an passé, Katie Schide, son chrono sur la Western State, elle avait aussi battu le record du parcours qui datait de 2011-2012. Non, pour vrai, tu sais, avec la continuité, si tout se passe bien, moi, je la vois faire ça, c'est sûr. OK. Ouais. Intéressant. Écoute, moi, je vais commencer de l'autre sens, mais tu vas voir, je vais voler un punch tout de suite. On a exactement le même top 2. Je vois une Katie Schide courir peut-être un peu prudente en début de parcours, mais je pense qu'elle nous lead ça du kilomètre 30 jusqu'au kilomètre 160. Je pense que si elle a la course, si tout est aligné, si les astres sont alignés, indépendamment de la chaleur, indépendamment de ce qui peut se passer côté température qui va affecter tout le monde, je sais pas si elle va aller jusqu'au record du parcours de 15h29 de Courtney, mais c'est certain qu'elle traverse la ligne d'arrivée à Auburn en premier. Rachel Drake, moi je vais comme toi, l'américaine, en deuxième. Je veux dire, elle a fait un super Black Canyon cette année. Fait que on a quand même les deux gagnantes des 200 kilos dont on parlait tantôt, qui sont les 200 kilos les plus compétitifs. On s'entend bien performer à Black Canyon, à Canyon. Je veux pas dire nécessairement avoir un gros Western State. On a vu à travers les années j'appelle ça des young guns, là, c'est le terme américain, des jeunes qui se développent hyper vite dans la course puis qui se torchent sur des 100 km puis qui arrivent favoris à des Western States puis qui finalement sont peut-être prendre une claque par la distance parce que je pense qu'il y a un pas de géant entre un 100 kg et un 160 km. Sur un 100 kg, ta nutrition peut prendre le bord après 5 heures, puis tu serres les dents, puis tu recours un 4 heures un peu sur du Pepsi, puis sur une coupe de jujube, puis ça le fait. Sur un 100 000, si tu sautes après 5 heures, ça va être une très longue journée. Mais là, dans ce cas-ci, Katie Schide et Rachel Drake, c'est des filles qui ont l'habitude tu sais, ça fait longtemps qu'ils le font. Là. Rachel Drake, c'est son premier 100 000, mais je pense qu'elle court de manière compétitive depuis quasiment 10 ans. Elle revient bien, là, elle a eu la grossesse il y a 2 ans, donc là, c'est la compagne de Tyler Green, mais je pense que là, les deux ont eu un entraînement solide, on passera après sur les autres, mais je pense que
souvent, la grossesse chez les femmes, là, des fois, ça leur donne un truc de carrière après, un petit bump, Ouais, là. on en a vu beaucoup, hein. Donc, ça va être intéressant à voir. Ouais. Ah, puis tu le dis, j'avais oublié de le mentionner, qui était la conjointe de Tyler Green, qui est devenue maître dans l'art de dompter la bête qui est Western State, parce que c'est rare les gens qui sont réguliers, tu sais, qui ont, Ouais. puis tu sais, dans les dernières années, Tyler Green, c'est la personne la plus régulière sur la Western State, donc ça reste que tu partages ta vie avec quelqu'un qui peut te donner des petits conseils, qui, je veux dire, elle approche un premier 100 000, mais elle a, jour après jour, les conseils de quelqu'un qui en a déjà fini, puis je suis sûr qu'elle est très bien entourée par son équipe aussi, donc moi je m'inquiète pas pour elle sur un premier 100 000, je pense qu'on va avoir un podium, Katie Scheid, Rachel Drake. En troisième, moi je mets Emily Allgood, je trouve que c'est une fille qui performe vraiment très bien depuis quelques années, qui semble vraiment dédiée à la Western State. C'est une fille que moi j'ai appris à découvrir en 2019 quand elle avait gagné l'UTHC 125, mais depuis ce temps-là, elle a fait quelques Western State, 5e en 2023, 5e en 2022. Je pense qu'elle maîtrise le truc, puis je pense que cette année, elle donne le push supplémentaire. Fait que c'est ma petite prédiction. Ensuite, quatrième position, Ingvild Caspersen. Et cinquième, j'y vais avec Priscilla Forgy, une autre gagnante de l'UTHC, une Canadienne. Je pense que c'est une solide coureuse. C'est une fille qui a terminé 8e l'an passé, 2e sur Canyons en 2023, 12e sur la CCC. Je pense qu'elle a beaucoup d'expérience, puis je pense qu'elle a appris l'année passée. On voit souvent les athlètes avoir une première Western State, je vais pas dire difficile, mais faut dompter la bête, hein. Ça fait quelques fois que je le dis. Je pense qu'elle a dompté le truc, puis on va avoir une Canadienne dans le top 5. C'est bon, ça. J'aime ça. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être très intéressant à suivre. Je pense qu'en plus, les filles, c'est toujours un peu dur, je trouve, de faire des top 5, là. Après, même les gars, on va le voir après, là. Mais oui, ce serait cool de voir une fille, une Priscilla dans le top 5. Là. Ouais. Ouais. Moi, quelque chose que j'ai remarqué à travers les années, puis on avait déjà parlé dans nos jasettes de geek Western State, que ce soit avant ou après la course, mais souvent, faire un top 5 chez les hommes, c'est un peu une loterie dans le sens où, grosso modo, bon an, mal an, il y a un élite sur deux qui saute. Soit qui termine pas, ou soit qui termine péniblement puis il finit un peu plus loin. Parce que c'est une course qui se court extrêmement vite, parce que c'est une course où tu peux te casser les dents. Mais chez les femmes, on voit moins ça. Fait que moi, c'est drôle, je trouve que le top 5 filles est plus facile à être un peu proche d'une réalité parce que les filles sautent pas sur Western State. Il y en a que oui, mais en beaucoup moindre proportion si on compare aux hommes. Je pense que les femmes à Western State courent plus intelligemment. Je pense que peut-être en général, pas juste à Western State. Puis à chaque année, on voit des hommes exploser. Puis souvent, le top 10 l'année dernière qui revient, les filles qu'on voit gagner, vont la terminer. Ouais, c'est toujours un peu... moi, je rigole toujours quand on voit la première montée après Olympic Valley. Là, ça, tu rigoles toujours, tu te dis, OK, toi, t'es déjà dans le rouge. Là. Ouais. Mais non, les filles, ça m'a pris beaucoup moins de temps à faire le top 5 des filles que les gars. Là. Les gars, je peux te dire, pour être full honnête, là, mon top 2 a pas changé, je pense, mais 3, 4, 5, ça a quand même bien volté. Puis là, même quand on a commencé à parler, j'ai eu un petit bouge les choses. Est-ce que lui, je le change? Ben, c'est parce que c'est un field extrêmement profond avec des gars qu'on a vus très bien faire à Western State, mais des gars qu'on a vu aussi très bien faire ailleurs. Puis il y a toujours le mystère première Western State. Tu sais, le premier nom que je t'amène un peu dans ce genre-là, c'est Jonathan Albon, qui est une bête. Je veux dire, le gars a remporté la CCC, a remporté la Transvulcania, a remporté le Grand Trail des Templiers. Je veux dire, il a été deuxième à l'OCC, premier à l'OCC 2021, deuxième CCC 2022, premier 2023. Tu sais, c'est très, très, très régulier, mais souvent sur du très montagneux. Ouais, mais tu sais, genre... Puis moi, je regarde vraiment extrêmement beaucoup les Strava, etc. Ouais. Puis il a pas fait de, il est pas, là il vient juste d'arriver aux States. Ouais. Donc, il a pas fait de training camp, il a pas fait de hit training dans les gros trucs. Là. Ouais. On parle à genre des gars qu'on va citer, tu sais, mais des Tyler Green, des trucs comme ça qui font des training camps, là, qui vont un mois à l'avance à Western State puis qui se tapent le parcours en 3 jours. C'est exactement ce que Tyler Green a fait. Là. Ah, c'est ça. Tu sais, là, ils font ça avec Anthony Costales, etc. Donc, tu sais, mais genre, Albon, tu sais, il s'entraînait en Suède avec Peter Angald et Kilian, mais ça reste que la Norvège, c'est pas Auburn. Donc, non, c'est des terrains complètement différents. Tu sais, c'est ça, c'est une bête, là. Donc, comment tu peux... Moi, pour vrai, je l'ai mis dans mon top 5.
je peux déjà le mettre, là. Mais je savais vraiment pas où le mettre. Ouais. Genre, plusieurs fois, il a changé de position. Puis après ça, je suis ouais, mais ces autres gars-là, ils ont plus d'expérience, sont au moins venus une fois. Ils savent c'est quoi. Euh, tu sais, même au niveau de la vitesse, c'est oui, il est rapide, mais je pense que sur du terrain moins technique, il y a d'autres gars qui ont beaucoup plus de vitesse pure qu'Albon. Ouais, Mais c'est clair. Puis tu parlais de Peter Engdahl, je pense que c'est un peu la même affaire. C'est quelqu'un qui est extrêmement performant sur du très montagneux, qui s'entraîne sur du très montagneux. Ça va être intéressant de le voir sur du plus roulant. C'est un gars qui, soit il gagne, soit il DNF. T'sais, on l'a vu abandonner Mute 2022, UTMB l'année dépassée. Je pense qu'il va all-in, puis c'est un gars qu'on pourrait voir rapidement en tête de course. Je serais pas surpris de le voir mener la course au début un peu à la Ludo Pomeray. C'est il y a 2 ans, je pense qu'il avait surpris tout le monde, puis le vieux routier qui prend les commandes de la course. Mais je pense que tu sais, je veux dire, c'est plate, je le souhaite pas du tout, puis je serais vraiment content que Peter Engdahl puis que Jonathan Albon me fasse mentir. Je pense pas que c'est des auditeurs de Pas sortir du bois, fait que je pense pas heurter des sensibilités, mais moi je les vois pas dans le top 5 pour toutes les raisons. Par contre, je pense pas qu'ils vont exploser nécessairement. C'est des gars qu'on pourrait voir dans le top 10, dans le top 15, puis qu'on pourrait voir revenir parce que c'est une course qui est difficile à dompter. Puis c'est des gars qui s'entraînent pas sur ces terrains-là de manière générale. Là. ça reste que c'est deux gars qui vont à l'UTMB après, tu sais. Ouais. Et tu sais, est-ce qu'ils sont là et qu'ils se disent, OK, on va le faire au bout, puis on va y aller à fond? Ou alors, c'est là en se disant, genre, hey, c'est l'expérience, pourquoi pas faire un top 10 puis revenir l'année prochaine en se disant, c'est l'objectif principal, puis je fais ça bien l'année prochaine. Tu sais, il y a sûrement des personnes qui ont fait ça dans le futur un peu, là. Ouais. Mais ouais. Est-ce que tu vas avec ton top 5? Ouais, mais numéro 5, moi, j'ai tenté quand même le gamble de mettre Albon. En Ouais, 5. ok. Je mets Albon en 5. 4, j'ai mis Dakota Jones parce que Mhm. beaucoup Dakota. Ouais, il y a une revanche à prendre aussi. Hein. Ah L'année oui. passée, je me rappelle pas où on l'avait placé dans nos top 5, toi et moi, mais il était là. Je l'ai mis haut les dernières, moi, je me rappelle. Faudrait que je regarde, mais je pense que je l'avais mis. Il me semble que je l'avais mis 2 ou 3. Ouais. Ouais. Mais ouais, Dakota Jones. Après, moi, je mets mon gros chouchou Tyler Green, je l'adore. Là. Ouais. C'est tellement c'est un super athlète, mais c'est une super personne aussi. Là. Ouais. Tu sais, il a fait entraînement extrêmement solide. Là. Il a fait la Western sur 3 jours, puis il a pris des crowns quasiment à tous les segments de la Western. Ah ouais. Et je pense qu'il est en forme. Puis, tu sais, comme on le disait, tu sais, lui, il est excellent sur les courses roulantes. Tu sais, à chaque fois, il va à l'UTMB, mais tu sais, il a quand même bien fait, il a quand même très, très bien fait les dernières. Ouais. Mais tu sais, la Weston, il fait toujours bien Tyler Green. Ouais, c'est son terrain naturel. Il arrête le début, il est jamais super en tête, puis il revient toujours, quoi. Ouais. Deuxième, j'ai mis Aiden Hawk. Ok. Un retour de Hayden Hawks en deuxième place. Premier, est-ce qu'on a besoin de le dire? Je pense que c'est quasiment aussi facile que du côté féminin. Ouais, je pense qu'on va avoir le même. Ouais, je pense que oui. Veux-tu le nommer? Ah, Jim. Ouais. Ouais, Le grand retour. Tu peux pas le mettre, là. Ouais. Tu peux pas le mettre. On parlait tantôt que c'est une course qui est dure à dompter. Ça y a pris 2 fois pour essayer de la dompter. Dont une fois qui était comme sous le record du parcours pendant 90 miles, qui a pris un mauvais tournant, puis mentalement ça l'a crashé, puis il a fini à la marche 20e. Mais je veux dire, 3 victoires, 3 des 4 temps les plus rapides de l'histoire. Les 3 temps victorieux les plus rapides de l'histoire. Il maîtrise le truc. Il a bien beau avoir passé 2 ans en France dans les Alpes. C'est son terrain naturel. Ses jambes, ses muscles, son corps, sa tête sont habitués à ça, sont prêts pour ça. Je pense que ça va être beau à voir. Là. Il limite pour vrai. Moi, je pense que musculairement parlant, il va être encore meilleur parce que avec les 2 années en France à faire genre tout le training qu'il a fait avec ski de montagne, tout ça, là, ouais. On va avoir du grand gym, je pense. Ouais. Ouais, la vitesse pure est encore là, puis comme tu dis, les jambes de montée. On parle toujours de Western Side, comment c'est roulant, c'est rapide. Il y a quand même 5700 mètres de dénivelé positif. Moi, j'ai hâte de le voir. Moi, j'ai hâte de voir sa foulée à Forest Hill. On peut-tu parler de ce qu'il a fait à Broken Arrow? Ah ouais, c'est débile. Hein? Pour vrai, à une semaine de la Western, c'est quand même solide. Il a fini à 1 minute, du Kenyan. Ouais. Le Kenyan, c'est quand même le champion du monde de vertical. Ouais. Pour ceux qui savent pas de quoi on parle, veux-tu expliquer ce que Jim a fait le week-end dernier? Il a fait 1 kilomètre vertical à Broken Arrow, puis il a fini 1 kilomètre vertical en 38, je pense, 38 minutes, à 1 minute du Kenyan, qui est champion du monde de kilomètre vertical.
On parlait tantôt de surspécialisation. C'est une course où notre Rémi Leroux national était là, fait une superbe sixième place. Rémi continue de se positionner comme dans les meilleurs au monde dans cette discipline-là. C'était un field rempli de gens qui sont là pour faire des kilomètres verticaux, pour faire des courses de montagne en format plus court, plus rapide. Jim se pointe là, puis tu sais, je pense que tout le monde a fait « Ah, c'est cool, Jim Wamsley s'en va se casser un peu les jambes sur un... » Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui va te détruire une semaine de la Western, mais c'est clairement une training run. Je veux dire, il peut pas racer ce truc-là avec les meilleurs du monde dans une discipline qui est pas la sienne, puis bien faire. Rémi, on s'écrivait, Rémi Leroux et moi, puis tu sais, il disait « Je le voyais pas dans mon top 15, tu sais, quand il pensait à la course, puis il pensait à ses prédictions avec les autres coureurs qui étaient là, puis personne le voyait là. Termine deuxième. Ça n'a aucun sens. » Et t'imagines, il aurait gagné ça, là. Ça aurait été tellement drôle là, de voir ça, parce que Peter Angel était là aussi. Là. Ouais, c'est la course la plus compétitive en Amérique côté kilomètre vertical. Puis ce point-là, d'après moi, il va être rapide en haut de la montagne. Hein. Ouais, oh oui. Oh oui. Oh oui. Puis, est-ce que tu t'es mis, on l'a pas dit en fille, mais un petit Dark Horse, là? De toute façon, toi, tu sais c'est lequel le mien, là? Ouais. Ben, vas-y avec ton Dark Horse côté masculin. Ah, moi, c'est Simon Gosselin, là. J'ai tellement hâte de le voir, là. Ah, j'ai tellement hâte de le voir, là. Il s'entraîne avec Jim, ça fait genre il a été 8 semaines, je pense, là-bas. Ouais. Mais là, j'ai su que peut-être il était peut-être au marathon du Mont-Blanc, là. Je sais pas pourquoi, là, mais il y a du monde qui m'ont dit déjà, marathon du Mont-Blanc. Ben, normalement, non. Parce qu'il est officiellement encore dans la start list de la Western State. Peut-être qu'au moment que l'épisode va être diffusé, ça va avoir changé, même si on enregistre vraiment dernière minute. Peut-être que ça va avoir changé, mais j'aime ça comme Dark Horse. Pourquoi tu le vois bien faire? Je pense que c'est un gars qui est extrêmement sous-coté, là. Ouais. Extrêmement sous-coté. Puis lui, ce qui est intéressant avec Simon, c'est qu'il est coach aussi, puis il coach des bêtes, là. Tu sais, il coach Baptiste Chazagne. Qui c'est qui coach d'autres? Ben, il coach Jim. En fait, il coach Jim. Ouais, c'est vrai. Tu sais, pour moi, là, c'est un étudiant du sport qui, en plus de ça, le pratique. Ouais. Puis, puis là, ça fait 8 semaines, je pense, qu'il est avec Jim. Il a fait toutes les sections de la Western, Heat Training, tout ça. On pourrait être étonné, mais tu sais, genre, moi, je qualifierais ça peut-être de à peu près peut-être dans la même performance que Mathieu, genre, pour sa première Western, tu sais. Ouais. Il va sûrement pas faire un top 5. Parce que je pense que c'est un gars si rapide que ça par rapport à des Tyler Green ou Eden Hawk. Mais je dirais qu'il y a quand même une coche en dessous de Jonathan Albon, mais un top 10, ça serait vraiment très, très cool. Intéressant. À surveiller. J'aimerais ça qu'il te fasse mentir puis qu'il rentre dans le top 5. Bon, ça. C'est très, très bon. Peut-être qu'il fera un top 5 au marathon du Mont-Blanc puis on sera complètement dans le champ. Complètement à côté de la plaque. Écoute, moi, mon top 5, on a des noms qui reviennent, mais moi, ma deuxième place était pas dans ton top 5. Fait que dans l'ordre, 5e place, j'y vais avec Tyler Green. Je pense que on peut pas mettre ce gars-là dans un top 5 de la Western State, mais avec ceux qui sont là, moi je pense qu'un Aiden Knox puis Dakota Jones ont le couteau entre les dents. C'est des gars qui, d'un côté, Dakota Jones a eu beaucoup de misère l'an passé, puis c'était un des favoris, puis c'est un gars qui est fait pour ce type de parcours-là. Aiden Knox, c'est un gars qui a leadé la course l'année que Adam Peterman l'a remporté, fait que 2022. Il avait terminé deuxième, si je me trompe pas, cette année-là. Il est très, très, très solide. Il est fait pour ce parcours-là. Je pense que les gars vont être devant un Tyler Green, mais je rêve du moment où Tyler Green va l'emporter parce que je pense que ça va arriver. Mais cette année, je le mets 5e. Je mets Aiden Knox 4e. Le field est trop gros. Ça n'a pas de sens de mettre ce gars-là 4e puis comme être bien avec ce choix-là, sachant l'athlète, sachant ce que ce gars-là a dans les jambes. 3e, je mets Dakota Jones qui prend sa revanche de l'an passé puis qui revient l'an prochain puis peut-être qu'il l'emporte si Jim décide d'aller faire autre chose. 2e, j'y vais avec Daniel Jones. Oh! Ouais, c'est un peu un Dark Horse, pas tant que Simon Gosselin. Simon Gosselin n'était même pas dans les listes de Iron Fire puis dans les watchlists, alors que clairement ce gars-là devrait l'être. Ouais. Ben, il était dans la watchlist, mais tu sais, genre, il y a le top 10 qui revient, les autres favoris, puis genre, voici des noms random, puis il était là, mais je pense qu'on le sous-estime. Mais non, j'y vais avec Daniel Jones. Il y a déjà 4 courses en 2024, tu sais, sur du rapide. Je veux dire, Tarawera, en Nouvelle-Zélande, c'est rapide. Canyon 50, encore là, un format super rapide, termine 2e. Premier à Bryce Canyon. C'est 3 terrains qui ressemblent quand même à la Western State. Fait que c'est mon Dark Horse que je place 2e position qui cause une surprise. C'est bon.
Puis, ouais, première position, j'ai même pas besoin de le dire, c'est Jim qui s'en va chercher son 4e titre à Western. Puis honnêtement, si ça arrive pas, puis qu'il termine la course, watch out la bataille qu'on va avoir, parce que, je veux dire, ça pourrait arriver que Jim finisse 3e avec une bataille de fou avec Aiden Hawks, puis c'est Aiden Hawks qui remporte la mise. Je pense pas. Jim est un maître de ce parcours-là, c'est le plus grand. En déplaise aux fans de Scott Jurek qui l'a gagné 7 fois, Jim, ce qu'il a fait en 3 victoires, ça explose tout. Mais ouais, je pense pas que Jim termine pas premier. Ok. Ouais. Ça va être intéressant? Moi, ça va être. Moi, je pense que ça va être une édition très, très entertaining. Il va vraiment avoir, je pense, des petits retournements de situation, là. Parce que imaginons, tu fais un truc genre Jim Pett, là. Ouais. Derrière, c'est ouvert, là. Puis ça pourrait arriver parce que je pense que Jim a maturé puis il approche ses courses un peu différemment. C'est plus le Jim de 2016-17, mais c'est Jim, ça part vite, puis il a bien beau être un super humain, ça reste un humain, puis je veux dire, la Western State, je pense que les courses très roulantes, la ligne est très mince entre une course qui se gère bien puis une explosion. Je pense que la course en haute montagne, tu sais, avec des hard rock, des Western State, des hard rock, des UTMB, des diagonales, ça pardonne plus. Tu peux avoir un gros creux, mais pousser les montées, les descentes sont plus rough, ça revient. C'est des courses qui prennent beaucoup plus de temps, fait que le peloton a le temps de bouger, il peut se passer plein de choses. Western State, oui, il y a des performances difficiles qui ont fini avec des tu sais, je veux dire, Marianne, sa Western en 2022, ça avait pas été une course parfaite, mais ça demeure qu'elle a fait un gros comeback, mais c'est rare que les gens pètent puis que ça revient. La ligne est mince, c'est un ultra qui se gagne en 14 heures. Ouais, c'est ça. Sur une course montagnarde, t'as moyen de revenir, mais sur ce truc-là, genre, si t'exploses. Ouais. Ça ressemble à la limite à un marathon sur route. Là. Ouais, exact. Pas beaucoup de marge d'erreur, t'as vraiment raison. Avant qu'on se laisse, j'ai le goût de te lancer sur une question beaucoup plus philosophique et qui concerne pas nécessairement l'édition de cette année. Est-ce qu'un jour, on va voir la barre des 14 heures se fracasser sur Western State? Je rappelle que le temps le plus rapide, c'est Jim Wamsley en 14h09. Ben, s'il y en a un qui le fait, c'est lui. Là. Ouais. S'il le fait, c'est cette année. Imagine, ça se fait là. Mais pour vrai, tu sais, avec le fil qu'il y a actuellement, là, on va se le dire, il n'y a que lui qui fait ça. Tu sais, que lui qui est capable d'aller aussi vite longtemps. Ouais. Historiquement, il y a quoi, 5 personnes qui sont allées sous les 15 heures. Jim, 3 fois. Jared Hazen. Comment il s'appelait le Canadien? Rob Crowar. Ouais, mais tu sais, ouais, ça, mais eux, ça a été une fois, puis that's it, là. Puis tu sais, après ça, les deux, ça s'est un peu moins piassé dans le reste de leur campagne. Ouais, c'est ça. C'est Jim, on s'entend, 2021, post-pandémie, sa 3e victoire. C'était une année beaucoup, beaucoup plus chaude, beaucoup plus difficile. L'avait quand même emporté, je vais pas dire n'importe quoi, mais je veux dire 14-46, alors que c'est une année chaude qui est pas dans ses bottines. C'est aligné 14h09, 14h30, 14h46. Puis Rob Crowar l'a fait 2 fois. C'est encore une fois, Jared Hazen une fois, puis Tom Evans l'an passé. Ouais, c'est la météo. Là. Ouais. Il y a toutes les étoiles s'alignent, il fait frais entre guillemets. Là. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, moi je pense qu'il est capable. Là. Il est capable. Il y a eu un train solide, il n'a pas été blessé, il n'y a rien eu, il n'y a pas de petit couac qu'on a eu connaissance. Ouais, c'est ça. Mais le training avait l'air d'être solide. Donc, moi, personnellement, je le vois bien. Puis, on ne sait jamais, hein, un record pour les deux, homme-femme, bam. Ça serait beau. Fait que Katie Scheid et Jim Wamsley au top, c'est nos prédictions. La Western State, je rappelle que c'est ce samedi. Toi, tu vas être où pour regarder ça? C'est quoi le plan de match? Moi, je serai en Oregon aux essais olympiques américains. Donc, mon sel va être rechargé avec un battery pack qui va être sur Iron Far, puis sur YouTube à écouter notre ami Dylan Bowman qui va parler de ça. Mais je serai en Oregon, donc je serai dans le même décalage horaire, ce qui sera absolument parfait par contre. Fait que tu te mets sur le Western Time, tu sais, c'est ça? Western Time, juste pour ça, ouais. L'an prochain, tu vas être juste quelques centaines de kilomètres plus au sud, sur place, c'est ça que je comprends? Ouais, l'année prochaine, je serai là. Non, c'est jamais, on croise les doigts. Non, mais on peut pas en parler, là, on va pas le faire sur le micro, mais on a un plan pour un jour une Western State jasette de geek extrême. Je pense que l'ultramarathon se passera pas juste
chez les coureurs, mais sur les 2 tatas dans mon sous-sol ou je sais pas où on sera à faire ça. Mais ça sera pour une autre fois. Cette année, ça donne pas, mais il y a des belles affaires. On en a parlé, quoi, à la IPA Fun Run. Je pense qu'on en a reparlé. Ouais. Oh, on a reparlé. Ça fait quand même 2 ans qu'on se dit qu'on devrait le faire, donc ça va bien arriver à un moment donné, c'est sûr. C'est ça. Ah, Nico, toujours un plaisir de geeker avec toi. Yes. Les gens n'auront pas le temps de s'ennuyer longtemps parce que ta douce voix résonnera dans leurs oreilles très bientôt. On ne dira pas pourquoi et comment et où, mais ça va arriver. Merci de toujours embarquer quand je te pitch une idée genre « Hey, on fait ça un Jazette de Geek Western State ». Puis la course est dans une semaine, puis il faut trouver un horaire, faut trouver un moment dans nos horaires. On réussit toujours, même s'il est tard puis qu'on a des petits yeux, mais merci beaucoup de ton temps. Ça devient notre tradition. Ah oui. Merci à toi, Yann. Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire officiel de Pas sorti du bois grâce à un petit Nicolas Dan en 2020 qui avait poussé pour ça puis qu'on avait créé ce partenariat-là. Je le dis à chaque fois, le monde sont tannés de l'entendre, mais je vais quand même être éternellement reconnaissant pour ça. Fait que NAC est le partenaire principal, Capic 1, Noctem, les partenaires liquides du podcast. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour une série d'épisodes chez nos voisins au Colorado, à Silverton, pour la Hard Rock. Mais là, parlons pas trop vite, c'est la fin de semaine de la Western, on en profite. Ciao mon pote! Ciao man!